Bonjour à tous. Alors, ce matin, nous parlons de Malesherbes, qui a vécu au XVIIIe siècle, qui est né en 1721 et mort sous la Terreur en 1794. Vous savez, on a dit de cet homme qu'il avait défendu le peuple devant le roi avant de défendre le roi devant le peuple. Pourquoi avait-il défendu le peuple devant le roi? Malesherbes était issu d'une longue lignée de parlementaires. Son arrière-grand-père avait été président du Parlement de Paris sous Louis XIV et son père était chancelier de France, c'est-à-dire la personne en charge de l'administration de la justice. Et donc c'est tout naturellement, presque de naissance, je dirais, qu'il s'est orienté vers ces fonctions. Ce qui lui a permis de prendre la défense du peuple devant le roi, ça a été les différentes fonctions qu'il a occupées en un temps où, on le verra, à la fois l'esprit des Lumières et la rébellion contre la toute-puissance du roi étaient des idées qui parcouraient le pays. Alors, tout d'abord, Malesherbes a été premier président de la Cour des aides. Qu'est-ce que c'était que la Cour des aides? C'était en fait la Cour qui était en charge de régler les litiges fiscaux en tant qu'instance d'appel. Et Dieu sait, vous le savez, si sous l'Ancien Régime, avec la multiplicité des taxes et impôts diverses et variés, il y avait matière à contentieux. D'ailleurs, pourquoi la Cour des aides? C'est parce que, à l'origine, c'est-à-dire dans des temps très reculés, au Moyen-Âge, les aides étaient les ancêtres des impôts. Les aides étaient les aides que le roi demandait à ses nobles d'abord, et puis à son peuple, pour lui permettre d'exercer les fonctions régaliennes que sont la défense nationale, donc lever et payer des armées, l'exercice de la justice et le gouvernement des affaires étrangères. Et puis les aides sont devenues les impôts. Que fait Malesherbes en président de la Cour des aides? Il va s'immiscer de façon très clairement pleine d'ouverture dans le grand conflit qui oppose en 1770 le roi Louis XV et les parlements. Il y avait 11 parlements dans la France d'Ancien Régime, qui étaient des organes chargés à la fois de valider et d'enregistrer les édits royaux et d'être la cour d'appel de la justice ordinaire pour les parlements, des décisions de justice rendues au premier échelon. Dans ce conflit, qui va se terminer par une espèce de coup d'État du principal ministre du roi Louis XV, qui va consister pour lui à exiler les parlements, à les dissoudre et à mettre en place une justice nommée par le roi, Malesherbes va faire un certain nombre de remontrances en tant que président de la Cour des aides au roi. Il va dire, entre autres, va oser dire quelle serait la sûreté des citoyens sur les magistrats, si les magistrats de qui dépendent leur fortune et leur vie avaient à craindre sans cesse le ressentiment des dépositaires de l'autorité arbitraire. Ici est clairement posée, en fait, l'exigence que pose Malesherbes d'une indépendance de la justice. Le deuxième poste clé que Malesherbes va exercer, c'est celui de directeur de la librairie pendant 13 ans, 13 années clés au cours desquelles s'écrit et se constitue la fameuse encyclopédie de 1750 à 1763. Le directeur de la librairie et la librairie en elle-même étaient des gens qui étaient chargés d'exercer la censure sur toutes les publications qui paraissaient en France. C'est un organisme qui va compter jusqu'à une centaine de membres, même un petit peu plus, et son directeur est en fait en charge des plus gros dossiers, et parmi ceux-ci, il y a évidemment l'encyclopédie. Que fait Malesherbes vis-à-vis de l'encyclopédie? Il est
tout à fait un homme des Lumières. Et donc, il souhaite promouvoir la publication de cette encyclopédie. Et en tant que directeur de la librairie, il va aller à contre-courant de ce qu'il estime être droit et juste, c'est-à-dire le fait d'éclairer le peuple, et il va tout faire pour soutenir la publication de l'encyclopédie, jusque même, je crois, à un moment où la police recherche Diderot à mettre à son domicile, à cacher à son domicile, les exemplaires que détenait Diderot de l'encyclopédie. Voilà deux manifestations clés. L'une, dans la lutte des parlements, les remontrances qu'il fait au roi lui vaudront l'exil, exilé sur ses terres, hein. C'est comme ça que ça se passait à l'époque. Et la seconde, la fonction de directeur de la librairie, fera qu'il se brouillera finalement avec Louis XV. Alors avec l'arrivée du nouveau roi Louis XVI en 1774, qui est plus ouvert que son grand-père Louis XV, Malesherbes va être nommé ministre de la maison du roi et il va exercer dans un ministère dans lequel se retrouvera aussi Turgot. Je veux vous lire à ce propos, pour marquer la personnalité de Malesherbes, ce qu'écrivait à propos de cette nomination Julie de Lespinasse, qui écrivait à un ami: « Oh, pour le coup, soyez assurés que le bien se fera, et qu'il se fera bien, parce que ce sont les Lumières qui dirigeront la vertu et l'amour du bien public. Jamais, non, jamais deux hommes plus vertueux, donc Malesherbes et Turgot, plus désintéressés, plus actifs, n'ont été réunis et animés plus fortement d'un intérêt plus grand et plus élevé. Vous le verrez, leur ministère laissera une profonde trace dans l'esprit des hommes. Oh, le mauvais temps pour les fripons et les courtisans. » Et une autre personne disait de lui, Malesherbes, « Il était l'amour et les délices de la nation. » Alors je voudrais maintenant vous expliquer pourquoi, après avoir démontré que Malesherbes avait été le défenseur du peuple devant le roi, il fut ensuite le défenseur du roi devant le peuple. En 1792, lorsque le roi est arrêté et emprisonné, lorsque s'organise le procès qui va décider de son sort devant la Convention nationale, Malesherbes, qui pourtant avait été un serviteur de l'État zélé, qui pourtant était un homme, je vous l'ai dit, des Lumières, Malesherbes va se proposer, tout en connaissant parfaitement les risques qu'il encourt, c'est-à-dire la mort, va se proposer pour être l'avocat et donc pour assurer la défense du roi devant la Convention. Il écrira à cette dernière, la Convention: « J'ignore si la Convention nationale donnera à Louis XVI un conseil pour le défendre, et si elle lui en laissera le choix. Dans ce cas-là, je désire que Louis XVI sache que, s'il me choisit pour cette fonction, je suis prêt à m'y dévouer. » Et Louis XVI, lorsqu'il prit connaissance de ce sacrifice de Malesherbes, lui répondit, ou lui écrivit: « Votre sacrifice est d'autant plus généreux que vous exposez votre vie et que vous ne sauverez pas la mienne. » C'est effectivement, vous le savez, ce qui est advenu, c'est-à-dire que malgré les plaidoiries des trois avocats devant la Convention, dont Malesherbes, celle-ci vota la mort du roi. Et Malesherbes a donc fait partie des quelques hommes qui sont venus le 20 janvier 1793 annoncer au roi Louis XVI sa condamnation à mort et son exécution pour le lendemain. Lorsqu'il connut ceci, Malesherbes écrivit dans les dernières nuits qu'il passa en prison avant son exécution à Malesherbes et lui dit ceci, c'est une lettre admirable dont je vais vous citer la majeure partie. «
Je n'ai pas de terme, mon cher Malesherbes, pour vous exprimer ma sensibilité pour votre sublime dévouement. Vous avez été au-devant de mes vœux. Votre main octogénaire s'est étendue vers moi pour me sauver de l'échafaud. Et, si j'avais encore mon trône, je devrais le partager avec vous pour me rendre digne de la moitié qui me resterait. Mais je n'ai que des chaînes que vous me rendez plus légères en les soulevant. Je ne me fais pas d'illusions sur mon sort. Les ingrats qui m'ont détrôné ne s'arrêteront pas au milieu de leur carrière. Ils auraient trop à rougir de voir sans cesse sous leurs yeux leurs victimes. Je subirai le sort de Charles Ier, c'était Charles Ier d'Angleterre qui avait été exécuté lors de la Révolution anglaise au XVIIe siècle, et mon sang coulera pour me punir de n'en avoir jamais versé. Puis, le roi propose à Malesherbes un certain nombre de lignes directrices sur ce qu'il pense être bien pour sa défense, et notamment le fait de pouvoir faire en sorte que cette défense soit soumise au-delà des membres de la Convention, qui sont des gens qu'il ne saura pas émouvoir et qu'il sait être incapable d'être juste envers lui, puisque ce n'est pas l'homme qu'on juge, c'est le roi, ce n'est pas l'homme qu'on décapite, c'est la monarchie. Eh bien, il souhaitera, il suggérera à Malesherbes de faire en sorte que que cette défense soit adressée à la nation. Et il dira de telle sorte que, en me condamnant, les hommes qui se disent mes juges ne seraient plus que mes assassins. Puis il dit au reste, vous êtes mon cher Malesherbes, plus éclairé que moi, pesez dans votre sagesse mes raisons et les vôtres. Je souscris aveuglément à tout ce que vous ferez. Si vous assurez cette vie, je la conserverai pour vous faire ressouvenir de votre bienfait. Si on nous la ravit, nous nous retrouverons avec plus de charme encore au séjour de l'immortalité. Signé Louis. Donc Louis XVI sera exécuté le 21 janvier 1793 et Malesherbes le suivra peu de temps après sur l'échafaud avec sa fille, sa petite-fille et le mari de sa petite-fille, qui était le frère de François-René de Chateaubriand. Voilà donc une famille décimée de par le courage et la probité de Monsieur de Malesherbes. Alors pourquoi est-ce que j'ai une grande admiration et grande affection pour cet homme? C'est que ça a été un être plein d'honneur. Ça a été un être très curieux, je ne vous l'ai pas dit, mais il était passionné de botanique. Il adorait, 3 siècles avant l'éclosion d'une écologie telle que nous la vivons aujourd'hui, il était passionné par les plantes, par la nature. Mais c'est un homme qui n'était pas un politique, et je pense que son honnêteté, je pense que sa droiture, je pense que son esprit de justice ont fait qu'il s'est toujours placé du côté des victimes ou des opprimés, et par là il mérite toute notre admiration.